Et salut la compagnie, quel plaisir de vous retrouver dans mon petit studio pour vous parler entre quatre yeux. Aujourd'hui, on va parler astuces de bivouac et d'aventure parce que je sais que toi, juste derrière ton écran, tu es friand de ce genre de vidéos. Donc petit like pour commencer, et let's go. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure, j'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Alors tu sais qu'avant de partir en bivouac, tu dois préparer ton aventure. Et pour cela, il y a plusieurs choses que tu peux faire chez toi, les pieds encore bien au chaud dans tes petites pantoufles avec les orteils en éventail. Et oui, car une fois sur le terrain, tu vivras de nombreux imprévus. Alors ok, je sais que l'aventure, on la vit parce qu'on a envie de vivre des imprévus aussi, et c'est un peu la définition de l'aventure, mais il faut pas que ces imprévus t'empêchent d'atteindre ton objectif. Alors voici les choses auxquelles tu dois t'intéresser. La première chose, avant de partir dans le sauvage, tu dois étudier la topographie. Je trouve ça passionnant car à travers l'étude des cartes, tu peux avoir une multitude d'informations qui te seront cruciales pour partir randonner. Ce morceau de papier là, c'est juste un outil magique. Ça va te permettre de calculer une distance, de savoir combien de temps tu vas mettre pour effectuer ton itinéraire. Tu vas pouvoir également trouver les points d'eau pour te réapprovisionner en eau, pour te laver, etc. Tu peux même repérer tes spots de bivouac, savoir si c'est plat, s'il y a de la forêt, du bois dans le coin, parce que tu sais que tu as besoin de ressources en bois pour allumer ton feu notamment. Et il y a aussi beaucoup d'indications sur l'altitude, repérer aussi les points un petit peu, les points noirs de ton itinéraire pour savoir où tu feras que tu fasses plus attention, que tu sois plus vigilant. Et d'ailleurs à 2000 likes, je me propose de te faire une vidéo spéciale pour t'apprendre à lire une carte. Donc je compte sur toi. Tu vas aussi trouver sur internet des informations hyper intéressantes sur le biotope, donc le milieu dans lequel tu vas évoluer. Quels animaux vont être dangereux, les plantes comestibles que tu vas pouvoir forcément trouver dans la zone, les plantes toxiques aussi, pourquoi pas. Si tu pars dans un coin géographique que tu connais pas forcément, tu vas pouvoir te renseigner grâce à internet sur les habitants et leur culture. Tu peux aussi voir les commerces pour effectuer tes ravitaillements, les horaires d'ouverture, où est-ce qu'ils sont présents, s'ils peuvent vendre. Et toutes ces informations que tu vas venir glaner par-ci et par-là, ça va te permettre d'éviter tout ce qui est imprévu sur le terrain. Tu peux le faire pour l'instant, tu as le temps, tu es en sécurité chez toi. Et crois-moi d'ailleurs que par expérience, même si tu fais en sorte de tout prévoir, tu auras quand même un maximum de choses qui va t'arriver, et des choses surprises qui va t'arriver sur le terrain. Et puis dernièrement, point crucial, tu pourras étudier la météorologie. Cette information te permettra de savoir comment constituer ton matériel et ton pactage. Et en effet, selon les températures de prévues, tu vas devoir adapter, que ce soit tes vêtements ou ton couchage par exemple. Plus il fait froid, plus ta couche isolante devra être épaisse, ou tu devras la multiplier. Notamment avec le système des 3 couches pour te vêtir. On va pas en parler spécifiquement dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Au sujet du couchage, si par exemple tu dois t'attendre à affronter des températures un peu plus froides, tu vas devoir utiliser un matelas qui est un peu plus isolant, avec une air value, ce qu'on appelle, c'est l'unité d'isolation, qui sera plus élevée. Pareil, le garnissage de ton sac de couchage ou duvet devra être plus important pour t'isoler au mieux du froid et éviter les risques d'hypothermie. Tu vas pouvoir aussi adapter ton abri selon les conditions. Si vraiment il va pleuvoir, il va neiger, il y aura de la tempête ou il fera beau, tu pourras choisir de dormir à la belle étoile, d'avoir un simple tarp ou d'avoir une vraie tente qui t'isole bien parce que les conditions sont vraiment difficiles. Donc tu vois vraiment que le fait de regarder cette météo, ça conditionne ce que tu vas emporter et comment tu vas te comporter sur le terrain. Pour bien lire la météo et être sûr de ce qu'elle indique, moi je te conseille d'accumuler les sources. Tu vas regarder 1, 2, voire 3 sites différents pour essayer de les comparer et de faire une sorte de moyenne de ce qu'ils vont annoncer. Comme ça, tu seras au plus sûr de ce qui pourra te tomber dessus durant le week-end ou ta semaine de rando. Généralement, je fais un point météo 3 jours avant de partir et juste je vérifie la veille avant de partir. Moi, je peux te conseiller par exemple les météos agricoles qui sont généralement assez fiables. Il y a le site Météo Blue qui est pareil cool. Tu peux installer l'application sur directement ton téléphone et comme ça, tu peux te géolocaliser et ça donne vraiment les précipitations avec une carte du passage nuageux, des pluies qui vont arriver sur toi. Je trouve ça vraiment cool. Et sinon, il y a généralement les météos qui sont utilisés par les guildes de haute montagne pour l'alpinisme, donc par exemple la météo Chamonix ou etc. selon où tu te trouves. Et ça c'est pareil, ça se doit d'être assez précis parce qu'on peut pas nier que quand on est en haute montagne, il peut nous arriver des choses vraiment dangereuses si on est pris dans une tempête ou autre. Là faut pas négliger la météo parce que c'est pas la sécurité quoi. Bon maintenant,
je dois t'avouer quelque chose. Je ne regarde plus du tout la météo avant de partir en excursion. Tout simplement parce que je prends ce qu'il y a et ce qui va me tomber dessus. En fait, ce qu'il faut se dire, et ce que je me suis dit avec l'expérience, c'est que sur plusieurs jours de randonnée, de toute façon, tu te taperas un petit peu toutes les météos. Tu peux avoir aussi bien de la neige, de la pluie, du soleil, que toutes ces choses-là réunies, surtout quand tu évolues en montagne, durant ta semaine de rando. Et avec l'expérience, tu apprendras vraiment à accueillir ce qui va t'arriver lors de ton aventure. Je pars simplement du principe que mon équipement doit être adapté à toutes les météos. Et je dois avoir de quoi m'adapter et tous les outils nécessaires pour me protéger selon les conditions que je vais rencontrer. Et j'ai aussi apprécié la nature et mes sorties dans la nature par tout temps. Que ça soit sous la pluie, sous la neige, quand il fait beau ou autre, eh bien la nature est toujours aussi belle et j'apprécie toujours d'y aller parce que ça crée des ambiances un petit peu différentes. Et d'ailleurs ici on a un dicton qui me fait bien rire, c'est qui regarde trop la météo reste au bistrot. J'aime bien cette citation notamment parce que elle justifie bien le fait qu'on a beau regarder la météo, en fait généralement il se trompe. C'est simple, c'est qu'il se trompe, c'est jamais une source sûre. Et même si on fait la technique de faire une moyenne avec les 3 sources que je vous ai dit, de comparer un petit peu les météos, on aura toujours des surprises. Si je devais compter le nombre de fois où je suis resté chez moi parce qu'ils annonçaient une tempête ou un orage, alors que je les attends toujours, alors en fait il va falloir qu'on m'explique. Je ne comprends pas comment les scientifiques n'arrivent toujours pas à savoir si un nuage va t'arriver au-dessus, alors que pourtant on est capable d'envoyer des hommes sur la Lune, on est capable de créer l'intelligence artificielle, mais juste de savoir si un nuage va pleuvoir au-dessus de chez toi, ça c'est encore impossible. Il va falloir qu'on m'explique au bout d'un moment. Donc je pars du principe de tout le temps m'attendre au pire. Mes affaires sensibles dans mon sac à dos, et là c'est quoi? C'est ton matériel électronique, tes batteries de rechange, mes cartes SD, mon matériel de vidéo, mon smartphone qui est important pour la communication, mais aussi mon sac de couchage. Le sac de couchage ça va être l'item le plus important dans ton sac à dos, car si ton sac de couchage prend l'eau et trempé, en fait tu peux juste rebrousser chemin et rentrer chez toi. Tu peux juste passer une journée, être trempé parce que voilà, il a plu toute la journée. Si le soir tu es en mesure de te sécher et de pouvoir te réchauffer dans quelque chose de chaud, dans un sac de couchage chaud, dans des affaires aussi de rechange chaudes, que ce soit chaussettes, collants thermiques, bonnet, pourquoi pas, cache-cou et t-shirt, et bien en fait tu peux juste t'en sortir. Par contre si le soir, alors que t'es trempé, tu rentres dans un sac de couchage mouillé, et là tu as un grand risque de te choper froid et surtout de risquer l'hypothermie. Donc je disais mon matériel électronique dans un sac étanche et sac de couchage dans un sac étanche, et ainsi que mes affaires de rechange au moins. Et là je sais qu'il y a l'essentiel des choses qui sont protégées. Alors les sacs de couchage tu peux les trouver en plusieurs formats comme ceci. Moi j'aime bien les prendre dans des couleurs différentes, comme ça je peux un petit peu moduler mes items. Par exemple ça je sais que c'est avec mes affaires de rechange, celui-là dans ce petit sac là ça va être tout ce qui est appareil électronique, batterie, etc. Et en fait cette technique là elle m'a déjà sauvé, notamment pendant un trek dans le massif des Cerces, donc autour du Mont Tabor, où j'ai passé la journée à être trempé, à évoluer sous la pluie, et j'ai même dû faire une pause et sortir la tente en milieu de journée pour pouvoir me réchauffer, me glisser dans mon sac de couchage sec, parce que j'étais juste HS, mort, et vraiment en train de choper froid. C'est un peu la cata, j'ai monté la tente avec des doigts, mes doigts sont congelés, j'arrive plus à les serrer quasiment. Donc il était temps de faire quelque chose. Oh putain! En fait je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête je vais vite tomber en hypothermie, j'ai froid. Avec le vent, l'eau, la pluie froide, là il fait 13 degrés. Donc faut pas que je m'arrête. Bon, faut que je vous fasse un petit brief de ce qui se passe là. Il est 10h, j'ai déjà fait pratiquement 10 km. Il me reste aux alentours de 5 km pour arriver au refuge du Mont Tabor. Seulement là il s'est mis à vraiment bien pleuvoir. Moi je suis trempé jusqu'aux os. Donc j'ai décidé de planter ma tente. J'ai trouvé un petit spot là, je suis à 2600 mètres d'altitude. Et je vais essayer de me reposer un petit peu, de sécher comme je peux, de manger un petit truc chaud pour reprendre des forces, parce que je ne me vois pas encore faire 6 km trempé et en ayant froid. Là je suis vraiment trempé jusqu'aux os. Je vais essayer de changer mon pantalon parce que c'est un peu la cata. J'ai monté la tente avec des doigts, mes doigts sont congelés, j'arrive plus à les serrer quasiment. Donc il était temps de faire quelque chose. Donc quand tu pars, quoi que tu fasses, mets toujours une veste de pluie dans ton sac à dos. Elle va simplement te sauver la vie, te permettre de rester au sec, d'isoler tes couches isolantes, donc telles que tes pulls, doudounes, etc. et te protéger de la pluie pour ensuite pouvoir repartir et continuer ton aventure. Alors par contre, petit message les amis, arrêtez avec tout ce qui est sur sac à dos là.
qui est vendu, qui est censé protéger votre sac de la pluie, parce que vous mettez tout ça sur votre sac à dos en pensant que ça va vous isoler totalement et protéger votre sac à dos. Et en fait ça marche pas, parce que l'eau va couler à travers votre dos, donc passer, et remonter par capillarité à travers les bretelles pour tremper tout votre sac. Le but c'est de protéger ce qui est sensible dans votre sac à dos. Pour un exemple de sac à dos, maintenant ils sont vendus avec un tissu qui est déperlant au moins, donc qui permet d'évacuer la pluie. Et ces sacs là, même sans sursac, eh bien sont capables de tenir la pluie pendant déjà plusieurs heures. Et si vous dedans vous isolez, encore une fois, vous protégez votre sac de couchage, vos vêtements de rechange, vos appareils électroniques, que le reste soit mouillé, c'est pas un problème. Que votre couteau soit mouillé, que votre gamelle soit mouillée, c'est pas un souci. Donc ça pèse quelques grammes, c'est volumineux et juste vous le jetez à la poubelle. C'est la capote de sac de merde. La technique du sac poubelle aussi peut être hyper cool parce que c'est hyper modulable. Déjà c'est très polyvalent, et vous savez que j'aime bien mettre des choses qui sont polyvalentes dans mon sac à dos parce que ça permet d'économiser du poids quand on peut se servir d'un objet pour plusieurs usages. Le sac poubelle, bon, on peut ramasser des déchets avec, mais on peut aussi étanchéifier certaines choses, certaines affaires dans notre sac à dos, surtout quand on n'a pas les moyens et qu'on n'a pas encore de sac étanche. C'est tout petit, une fois replié, ça pèse de rien et tu mets ça dans ta poche de fond de sac, dans ton petit kit là, et c'est trop bien. Je déconstruis vraiment ce que j'ai dit en première partie de vidéo, mais je pense que parfois c'est vraiment bien de lâcher prise. Et en fait, il faut faire confiance au destin, il faut se laisser le destin faire. Ne pas toujours tout programmer, toujours tout planifier. Et en fait, même si c'est très confortable et rassurant, vous verrez que l'aventure, elle doit se vivre selon les opportunités et selon les choses que vous allez vivre sur le moment présent, un petit peu, voilà, il y a toujours la possibilité entre partir à gauche, partir à droite, et le fait que vous puissiez choisir, que vous ayez la liberté de choisir sur place, plutôt que de se dire, d'avoir tracé un itinéraire bien construit, de savoir qu'à telle heure et telle heure vous êtes là, ça va vous faire louper plein d'opportunités, plein d'occasions de vous créer des souvenirs uniques. Et moi c'est ce que j'ai vécu dans mes dernières aventures, où je me suis laissé plus d'opportunités, et je sais que j'ai vécu des choses que j'aurais pas vécu si je m'étais vraiment contenté avec un programme bien serré. Donc en fait l'histoire de la météo, de ne pas la regarder, c'est juste un moyen de vous dire de vivre le moment présent, de donner un gros coup de sâton dans la porte qui est en face de vous quoi. Et en fait divaguer en attendant un petit peu ce qui va nous arriver dessus, je pense que c'est plutôt ça la définition de l'aventure. Marcher sans but et saisir les opportunités. C'est là que tu vivras la meilleure sensation de liberté, je pense. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Bon après bien sûr on ne peut pas faire ça partout et tout le temps. Si on reprend le sujet de la météo, si on part en alpinisme, en haute montagne, il y a vraiment des conditions qui peuvent rendre la sortie impraticable, voire très dangereuse. Donc là c'est important d'avoir cette visibilité sur la météo pour nous dire ok là on tente pas, on ne peut pas se permettre de jouer au poker avec la météo dans certaines activités. Le parapente pareil, ces choses là. Mais je pense que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos, la plupart des personnes qui sont là derrière l'écran et qui m'écoutent aujourd'hui, eh ben vous n'êtes pas non plus toujours sur des arêtes sommitales à plus de 4000 mètres. Vous faites un petit peu de trek, un peu de bivouac comme moi, vous vous amusez. Et donc c'est pour ça que je voulais vous transmettre ce conseil. Voilà, bref, j'avais trop envie de t'en parler un moment. Et d'ailleurs si tu veux te former et en apprendre plus sur la vie sauvage, le trek, le bivouac, je donne 3 formations exceptionnelles cet été. Le 21 juillet, le 11 et le 18 août, eh bien je t'attends pour une journée de formation. Tu vas apprendre à lire une carte, à faire ton sac. On va parler de la réglementation, de la législation aussi pour notre pratique, pour faire ça en sécurité et dans les règles. Apprendre à utiliser ton couteau en sécurité pour pas te blesser. Apprendre à allumer un feu. Enfin c'est vraiment une formation qui est très complète. Donc si tu es intéressé, eh bien tu pourras retrouver le lien qui est juste en description. Bref, j'espère réellement que cette vidéo vous a plu les amis, elle peut vous apporter de la valeur, que vous avez pu apprendre des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, je les lis tous et j'y réponds toujours avec plaisir. La meilleure façon de m'aider aussi, c'est de partager cette vidéo sur vos réseaux. Et on se retrouve bien sûr très vite, promis, pour une vidéo inédite dans quelques jours, dans quelques semaines. C'était Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao.